Allez, on va s'intéresser à présent à un monde parallèle. On va pas parler du film Avatar, même s'il faut un avatar pour se balader dans le métaverse. Bonjour Maxime Samin. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Écho, vous êtes l'auteur du livre Le métaverse, c'est quoi? C'est publié chez Madraga. Alors, en une phrase, le métaverse, c'est quoi? C'est un monde virtuel où les possibilités sont infinies. Il y a une définition plus précise? Oui, il y en a une, souris. En fait, il faut parler de des mondes. Parce qu'en fait, c'est plusieurs mondes interconnectés entre eux, donc ils sont virtuels. On s'y connecte avec un casque de réalité virtuelle et on est représenté dedans par un avatar. Le but, c'est que tous ces mondes soient interconnectés. Ça peut être du jeu, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des réseaux sociaux. En fait, on imagine tout ce qu'on fait aujourd'hui sur Internet dans des mondes virtuels avec un casque sur les yeux. Là, on a un petit peu résumé. C'est presque un média alors en fait. C'est une forme de média, mais qui est complètement centrée par un seul flux. Et vous avez accès uniquement via le casque, mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes censé pouvoir vous balader d'un monde à l'autre sur un claquement de doigts en fait. Voilà, il y a déjà quelques termes assez techniques. Justement, je voulais vous demander, et je pense avoir compris l'intérêt d'avoir écrit ce livre et d'avoir recherché toutes ces données. Pour vous, même si on ne s'y intéresse pas, comme beaucoup de sujets d'innovation et de technologie, c'est important de le comprendre parce que d'une manière ou d'une autre, que ce soit ce métaverse-là ou une autre réussite technologique, ça fera partie de notre quotidien dans quelques années. Exactement, et je trouve qu'on est à un moment clé en fait en termes d'innovation, que ce soit pour l'intelligence artificielle, on le voit avec toute l'actualité pour l'instant, que ce soit au niveau des géants technologiques ou d'autres entreprises. Et le métavers est clairement quelque chose qui est en train d'arriver et on a l'opportunité de s'y intéresser et de l'anticiper pour une fois. Ça n'a pas été le cas généralement avec les innovations technologiques qui sont plutôt tombées dessus, on les subit et on essaye de se débrouiller avec ensuite. Et ici on a l'occasion d'anticiper, on estime que le métavers arrivera dans 10 ans. C'est des projections optimistes, c'est difficile de dire, mais on estime déjà par contre qu'il y aura 25% de la population qui passera 1 heure par jour en 2025 dans le métavers avec son casque. C'est énorme. Mais c'est énorme, mais ces estimations, elles viennent d'où? Alors, c'est des cabinets de conseil qui adorent faire des estimations et dire qu'on va potentiellement générer 5 000 milliards de dollars grâce au métavers. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes, bien sûr. Mais la technologie est là, elle arrive. Les géants du net investissent des milliards de dollars chaque année dedans et veulent faire en sorte que vous utilisiez ce casque. Le but est de savoir pourquoi. Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a envie d'aller vers cette technologie? Est-ce qu'on veut de ce type de monde? Et on a l'occasion de se poser la question pour une fois, donc je trouve ça intéressant et je trouve que c'est un bon moment pour l'expliquer du coup. Alors, on a bien compris les enjeux financiers qui se cachaient là derrière. Effectivement, est-ce que nous, on en a envie ou pas? Mais surtout, à part pour ce côté loisir que vous avez expliqué, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors, selon moi, le côté le plus intéressant à ce stade de l'évolution, parce qu'on est vraiment au balbutiement de la technologie, donc c'est comme à l'époque quand on a présenté Internet, c'était une autoroute de l'information. Aujourd'hui, c'est quand même bien autre chose que ça. L'un des aspects les plus intéressants, c'est la formation, par exemple. On peut permettre, il y a déjà des rentrées universitaires, par exemple au Japon, qui se font entièrement dans le métavers. Beaucoup d'entreprises qui forment leurs employés dans le métavers et qui, par exemple, vont dupliquer une chaîne de montage d'une entreprise de voitures, par exemple, pour former les ouvriers avant que la chaîne de montage soit disponible. On a utilisé ça pour le vaccin du Covid-19, par exemple, pour permettre au vaccin d'être préparé virtuellement avant, sur les chaînes de montage virtuelles. Et donc là, il y a un vrai potentiel qui permet d'économiser des coûts. L'armée belge le fait aussi. Avec une société bruxelloise, vous en parlez dans votre livre. Et donc, ce qu'elle propose, c'est en fait de faire une formation incendie qui coûte très cher, qui est très polluante aussi, qui se faisait dans le port de Zeebrugge virtuellement. Et donc, les pompiers, les pompiers donc militaires, de se préparer à ça. Il y a une vraie économie. Là, il y a un intérêt, je trouve. Et c'est un des plus gros potentiels à ce niveau-là, je pense. Mais on parle d'une technologie qui est à moitié là, on se projette dans le futur. Derrière le métaverse, il y a Meta. Où en sont les autres concurrents aussi? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Là, on l'entend avec le chat GPT, que Google a sorti son intelligence aussi de son côté. Est-ce que là, dans quelques années, c'est pour ça que je disais, c'est ce monde parallèle ou ce sera un autre? En principe, il est censé y en avoir plusieurs. Que chacun propose son monde, comme aujourd'hui chacun propose son site internet ou son réseau social, et les utilisateurs doivent pouvoir naviguer de l'un à l'autre. Sauf que pour ça, il faut que ces gens aient envie de parler ensemble, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque chacun essaye de créer le métavers qui va convaincre tout le monde. Meta a changé de nom, donc ça s'appelait Facebook avant, est devenu Meta, c'est pas pour rien, c'est du marketing, c'est pour faire en sorte d'être l'entreprise du métavers. Et le but, c'est que vous fassiez toutes vos interactions dans leur univers, parce que c'est là qu'ils vous pourront proposer de la publicité, et donc avoir des revenus. C'est aussi simple que ça dans l'absolu, mais le métavers, ça peut être bien plus que ça, et chaque entreprise qui est active pour l'instant dans les technologies développe son propre univers.
Je vais vous poser une question qui peut sembler un petit peu réfractaire aux nouvelles technologies. C'est pas spécialement mon point de vue, mais est-ce que c'est possible aussi que ces grandes entreprises, ces grands entrepreneurs du numérique se trompent? Est-ce que l'illusion qu'on va bientôt acheter des NFT avec des bitcoins dans le métaverse, c'est possible que ce soit une erreur? C'est tout à fait possible. Et peut-être tant mieux. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au final, c'est l'utilisateur qui a le dernier mot. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de livre. C'est pour se rendre compte du pouvoir qu'on a toujours en tant qu'utilisateur, décider est-ce qu'on veut ou pas, quelle partie de notre vie on veut laisser à la technologie, quelle fenêtre on veut garder aussi sur l'intime, on l'a vu avec les réseaux sociaux, c'est plein de questions. Et donc, on a l'occasion de se poser ces questions, faisons-le. Par contre, faisons-le, intéressons-nous à ce type de technologie, ne les refusons pas d'entrée, je veux dire. C'est ça le message. Et justement, par rapport à l'intime, vous êtes aussi allé à la rencontre d'un entrepreneur qui dirige Bicentral ici dans le centre-ville, qui a une formation de philosophe et qui a aussi un avis intéressant sur cette question. Le métaverse posera encore plus cette question dans le futur de notre rapport à notre vie privée aussi. Mais selon lui, en fait, le rapport à l'intime va vraiment être complètement remis en question. Et la part de ce qu'on va laisser de nous sur les réseaux sociaux, dans le métavers, va être remise en question de plus en plus chaque jour. Et il y a une vraie question à se poser, chacun en tant qu'individu face à la technologie, de savoir quelle est notre place encore. Est-ce que la technologie doit prendre sur nous? Est-ce que c'est à nous de prendre sur la technologie et de redéfinir peut-être le curseur à un certain endroit en fonction de nos besoins, de nos envies? Vous parlez là de l'intime et de tout ce qui est personnel, et les relations sociales aussi peuvent être totalement bouleversées. On a un peu connu ça à cause du Covid, mais le métavers, il va permettre bien plus. On peut donner rendez-vous virtuellement à un ami dans un café qui n'existe pas en réalité. Vous avez tout compris. Je ne dois pas faire ce livre en fait. Non mais c'est vrai, et on a connu ça en fait surtout avec les réseaux sociaux. Je trouve que ça a été vraiment le premier bouleversement en termes de relations sociales avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément, avec qui on rentrait en contact. C'était le cas avec le gaming aussi. Il y a pas mal de gens qui, à travers le jeu vidéo, au travers de communautés qui sont créées, sont rentrés en contact. Et ça va être le cas avec le métavers, parce qu'on peut aujourd'hui se balader dans l'univers de Facebook, dans le métavers, rencontrer des gens qui sont à l'autre bout du monde. On peut leur donner rendez-vous, regarder un film sur la version Netflix métavers, jeter des tomates sur l'écran avec quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'on n'apprécie pas le film, ce genre de choses. Voilà, et ce genre de choses, ça a déjà subi une évolution dans la pensée chez les gens, notamment à cause de cette crise sanitaire. On s'est retrouvé éloigné de beaucoup de gens. Il y a des gens qui faisaient des apéros en ligne. Il y a des entreprises comme Zoom ou Teams qui ont complètement explosé à cette période-là. Là, l'idée du métavers, c'est de rendre cette expérience moins frustrante en utilisant la réalité augmentée et potentiellement encore des innovations technologiques dont on n'a pas la connaissance aujourd'hui? C'est le principe, c'est juste que pour l'instant, la réalité, donc il y a la réalité virtuelle et augmentée, deux types de réalités différentes, mais qui proposent le même genre de technologie. Le problème, c'est que l'expérience a été un peu frustrante aussi avec le départ de la réalité virtuelle, parce que c'est compliqué de mettre un casque. Il y a des gens qui ont envie de vomir. On peut tomber dans son salon parce qu'on essaie de faire un tennis dans le métavers. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et donc c'est aussi des comportements adoptés qui sont. Quelques blessures de oui. La première fois qu'on a eu un smartphone en main, on a été perturbé. On n'était pas habitué. Donc on est dans ce type d'innovation aussi. Et donc il y a une prise en main à faire par l'utilisateur. Et il y a des gens qui vont potentiellement rejeter parce que ça ne leur convient pas, ça ne leur plaît pas comme sensation. C'est une vraie sensation très perturbante. Et à travers vos recherches, vous les avez trouvées comment, vos interlocuteurs, qu'ils soient bruxellois ou belges? Est-ce qu'on a une tendance à être plutôt réfractaire ici chez nous par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'on a tendance à être plus réfractaire? Je dirais pas ça. Je dirais que l'utilisateur lambda, qui est aujourd'hui un utilisateur classique d'Internet et des réseaux sociaux, pourrait être de base réfractaire, parce que je trouve que c'est un monde qui fait peur, qui est associé à la science-fiction, à des films qu'on a pu voir comme Ready Player One de Steven Spielberg, qui sont pas très réjouissants parce que c'est toujours le métavers arrive toujours en opposition d'un monde physique qui serait devenu invivable. Sauf que le métavers peut aussi être juste un complément d'un monde physique qui est toujours vivable, où on peut tous se voir, s'entendre et apprécier, passer du temps ensemble, tout en n'ayant transposé une partie des activités dans le métavers. C'est une possibilité. Eh bien, merci Maxime. On précisera aussi que vous parliez de fiction. L'idée même du métavers vient aussi d'une fiction, comme dans beaucoup d'avancées technologiques. On invite nos téléspectateurs et nos éditeurs à lire Le métavers, c'est quoi? Je rappelle que c'est publié chez Mardaga. Merci beaucoup. Ça sort mardi. Voilà. Merci à vous.